Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres et les ministres d'État, grand merci pour votre présence, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les recteurs de l'Université libre de Bruxelles, des universités de Liège et de Namur, Messieurs les recteurs et recteurs élus de l'Université de Mons, Meneer de rector van de KU Leuven en zuster universiteit, Monsieur le recteur de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, notre université fusion, Mesdames et Messieurs les directeurs présidents des hautes écoles, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'université, je suis très heureux de vous retrouver si nombreux aujourd'hui avec vous. Depuis près de 6 siècles, notre université dispense des enseignements et soutient la recherche dans un même esprit d'exigence scientifique et de service à la collectivité. Elle l'a fait sous des noms divers, de Studium Generale lors de sa fondation à l'appellation légale d'Université catholique de Louvain depuis 1970 et à la généralisation du sigle UCL. Ces appellations n'ont jamais empêché les usages variés. Je suis étudiant à l'UCL, je suis professeur à Louvain, professor at the University of Louvain, chercheur à Louvain-Wolu, ou même, comme disent mes enfants,
L'année prochaine, je vais à Louvain. Aujourd'hui, si nous sommes bien présents dans l'enceinte de l'Université catholique de Louvain, qui reste la désignation officielle de l'université, j'ai le plaisir de vous accueillir toutes et tous dans une université qui se dote d'un nouveau logo, le logo UC Louvain, qui remplace à partir d'aujourd'hui le rectangle bleu foncé du logo UCL que vous voyez sur l'écran. Ce changement n'est pas une révolution, mais plutôt une évolution toute naturelle. La dénomination UC Louvain est en effet celle qui avait été retenue il y a de ça 10 ans lors du projet de fusion des 4 universités qui formaient alors l'Académie Louvain. UC Louvain, c'est aussi la dénomination utilisée depuis plus de 10 ans pour le site web, sur les réseaux sociaux et pour nos adresses électroniques. Aujourd'hui, pas moins de 45 000 personnes utilisent une adresse @uclouvain.be. Ce nouveau logo UC Louvain, qui a été choisi à 90% par des représentants de tous les corps de l'université parmi 4 options, vient aussi concrétiser notre partenariat renforcé avec l'Université Saint-Louis-Bruxelles, qui l'adopte en même temps que nous, avec une référence au rouge de l'Université Saint-Louis. C'est désormais sous ce visuel partagé que nos universités se présenteront et se feront connaître auprès des étudiants et de la société. Ce nouveau logo ne signifie pas une fusion formelle de nos 2 universités. Pas encore, en tout cas. Car vous le savez, malgré la demande soutenue il y a plus d'1 an par un vote à 90% dans chacune de nos institutions, la fusion n'est pas à son jour transcrite dans une disposition décrétale. Pourtant, les fusions sont soutenues et encouragées pour les universités dans tous les pays qui nous entourent. Chez nous, elles sont soutenues et encouragées pour les hautes écoles. Et c'est bien naturel. Les hautes écoles perçoivent elles aussi l'évolution de l'enseignement supérieur dans un environnement international de plus en plus concurrentiel. Il est bien compréhensible qu'elles tentent de regrouper leurs forces là où elles identifient des synergies possibles. Pour la fusion UC Louvain, nous ne demandons ni soutien financier, ni nouvelle habilitation, mais simplement de pouvoir librement nous associer pour renforcer nos synergies au bénéfice de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Après plus d'1 an de démarches multiples, permettez-moi d'être clair et de mettre les points sur les i. Une absence de décret formalisant la fusion laisserait durablement, à travers nos communautés, le sentiment d'une profonde injustice. Il n'y a donc pas, à ce jour, de fusion formelle de nos 2 universités qui restent des institutions juridiquement distinctes. Notre volonté et notre détermination à aller de l'avant sont pourtant plus fortes que jamais dans une fusion que l'on peut, pour le moment, qualifier de fusion informelle. Cette fusion informelle, dans le strict respect des prescrits légaux, se décline dans une multitude d'éléments partagés. Recrutement de professeurs en commun. L'un de ceux qui se présentera à vous tout à l'heure est un professeur recruté en commun pour mieux faire circuler les savoirs. Présence croisée et partagée des expériences dans les organes de décision, partage de nos ressources informatiques, partage de nos infrastructures de logement, partage de nos ressources scientifiques et culturelles, bien entendu, partage à partir d'aujourd'hui d'une identité visuelle commune. C'est aussi un état d'esprit de collaboration que manifeste le nouveau logo. C'est une transition douce jusqu'au rappel, qui n'aura pas échappé aux plus attentifs, d'un lien de l'UC Louvain avec notre université sœur, la KU Leuven. Un logo simple, sobre et élégant, auquel Luc Sels, ici présent, recteur de la KU Leuven, a réagi dans un tweet de soutien par « Ik hou van die kleuren ». Une référence colorée, suffisamment discrète pour éviter toute confusion entre nos 2 institutions, mais assez explicite pour évoquer à la fois notre passé commun
et nos collaborations qui avancent toujours en se renforçant. Ce nouveau logo agira désormais comme élément fédérateur d'universités plus que jamais largement active en Wallonie et à Bruxelles. Il est l'occasion de donner une visibilité nouvelle à tous les sites, non seulement à Saint-Louis-Bruxelles, mais aussi au site de l'UC Louvain-Fucam-Mons, ou ici, sur le site de l'UC Louvain-Bruxelles, où nous organisons, comme de tradition, la rentrée académique de l'UC Louvain tous les 4 ans. Nous étions ici il y a de ça 4 ans. C'est donc au nom de l'Université catholique de Louvain, UC Louvain, que je souhaite honorer ce soir avec vous la mémoire des membres de la communauté universitaire qui nous ont quittés cette année. Et je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. De nombreux professeurs ont été admis à l'Émérite cette année. Elles et ils ont accompagné, parfois pendant plus de 40 ans, des générations d'étudiants et de chercheurs. Au nom de l'université, je souhaite les remercier très chaleureusement pour leur engagement. Il s'agit à la faculté de médecine et médecine dentaire Alfred Bernard, Frédéric Bomblet, Dominique Charlier, Patrick de Coster, Michel Delmé, Yves Imblay, Jean-Marie Malotto, Amine Mata, Anne Mourin, René Jacob Sommer, Charles Pilipili, Marc Remacle, Pierre Scaillet, Erwin Schröder et Émile Van Schaftingen. À la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Isabelle Cassirs, Marc Litz, Béatrice Van Apperen, Philippe Defeet. À la faculté des sciences de la motricité, Yves Castille, Pierre Delguste. À la faculté d'architecture, d'ingénierie et d'urbanisme, Jean Cohenberg, Brigitte de Grove, François de Vos, Jean-Paul Van Reybrouck. À l'école polytechnique de Louvain, Jean-Pierre Coyette, Alain Hollemann. À la faculté de philosophie, arts et lettres, Robert Deliège et Bernard Feltz. À la faculté des bio-ingénieurs, Michel Faucan. À la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Marcel Lebrun, Xavier Rougirs. À la Louvain School of Management, Jean Tilmany. À la faculté de théologie, André Bénin. Et à la faculté des sciences, Michel Willem. Alors, très chers et chers collègues, et plusieurs d'entre vous sont dans la salle, notre université vous est infiniment reconnaissante. Merci pour votre engagement et vous continuez bien sûr à faire pleinement partie de notre communauté. Merci à tous et je vous propose de les applaudir. Alors, ça ne vous a peut-être pas échappé, dans la liste des émérites figure le professeur Marc Litz,
qui était jusqu'à il y a 2 semaines prorecteur à l'enseignement, et j'ai parfois envie de dire non pas prorecteur, mais protecteur à l'enseignement. Marc a été d'un dévouement, d'une compétence, d'une énergie extraordinaire pendant sa longue carrière à l'UC Louvain. Il est avec nous ce soir. Je souhaite lui adresser mes très chaleureux remerciements au nom de l'université et en mon nom propre, et remercier aussi la professeure Isabelle Durand d'avoir accepté de reprendre la responsabilité de prorectrice à l'enseignement. Merci Marc. Pour soutenir ces missions d'enseignement et de recherche, de nombreux membres du personnel administratif et technique apportent leur expertise, leur disponibilité et leurs efforts aussi. Sans ces personnes, notre université ne pourrait pas assurer ses missions fondamentales. Je souhaite ici, au nom de l'université, publiquement les remercier, toutes et tous, aujourd'hui, pour leur engagement quotidien au bon fonctionnement de l'institution. Notre reconnaissance va tout particulièrement à celles et ceux qui ont pris une retraite bien méritée ces derniers mois. Merci à toutes et tous, et vous voyez leur nom apparaître sur l'écran. Merci à toutes et tous. L'année que nous laissons derrière nous a été intense en réalisation et en événements. Cette séance académique, c'est aussi l'occasion, avant de voir une petite rétrospective vidéo de toutes les activités qui ont émaillé l'année académique, de mettre en évidence quelques-unes, parmi les nombreuses, quelques-unes des initiatives qui illustrent la créativité et l'engagement dont les différents membres du personnel font preuve. Et j'aimerais les distinguer tout particulièrement ce soir et les inviter à me rejoindre sur scène pour souligner l'action qu'ils ont menée durant l'année écoulée. Et pour ça, je vais inviter à me rejoindre sur scène à la fois Martin Delguste, Joël Bric et Jean-Marie Mutori. Alors, Martin Delguste, vous êtes ingénieur chimiste, vous réalisez une thèse de doctorat au Louvain Institute of Biomedical Science and Technology, et vous tentez de comprendre, sujet d'importance, comment les virus entrent dans nos cellules et nous infectent. Alors, c'est en exposant ce thème en 180 secondes, en 3 minutes, lors d'un concours en Belgique francophone de présentation de sujets de thèse en 180 secondes, que vous avez remporté la grande finale en Belgique. Vous avez été invité à présenter ce même exposé lors de la finale internationale qui aura lieu dans 10 jours exactement à Genève. Qu'est-ce que cet épisode, et nous sommes très fiers d'avoir le lauréat avec nous, à l'UC Louvain et ici ce soir avec nous, qu'est-ce que ça vous a inspiré, toute cette expérience ? Ça a été vraiment une expérience très très enrichissante de participer à ce concours, dans lequel on a beaucoup échangé, beaucoup partagé, mais aussi, surtout on a beaucoup appris, que ce soit au niveau de la vulgarisation scientifique, mais également au niveau de la prise de parole. Et on a pour ça été coaché par une super équipe de l'UC Louvain, que je tiens d'ailleurs à remercier. Et je vais en profiter aussi pour recommander à tous les doctorants qui hésitent encore, participer au concours Ma thèse en 180 secondes. Quoi qu'il arrive, ça pourra vous apporter que du positif. On vous applaudit. Alors, Joël Bric, vous étiez étudiante l'année dernière en premier bac droit à l'UC Louvain. Alors, vous êtes maintenant dans le deuxième partie, dans le deuxième bac. Et vous vous êtes inscrite dans le programme Tandem. C'est un programme d'échange culturel et linguistique. Et vous y êtes inscrite avec Marie Vinken de l'AKU Leuven, dont nous avons le recteur ici présent. Les échanges Tandem touchent chaque année plusieurs centaines d'étudiants, près de 400 étudiants. Et au terme de cet échange d'1 an avec l'AKU Leuven, vous avez remporté, avec votre correspondante, malheureusement, elle ne pouvait pas être présente chez nous ce soir, on travaille beaucoup à l'AKU Leuven, vous avez remporté le Tandem d'or. Alors, ce Tandem d'or, puisque c'était à l'AKU Leuven, wat was het belang van deze uitwisseling? Dank u wel. Het heeft me heel veel mogelijkheden gegeven, zoals vandaag. Ik ga ook op dinsdag het minister van Justitie, Koen Geens, ontmoeten. Ja, eigenlijk het feit om in contact te zijn met iemand die dezelfde leeftijd, dezelfde interesse heeft als ons. Het is makkelijker om de taal te durven praten en dus makkelijker om tweetalig te worden. En dat is heel belangrijk in ons land.
Durant ces 3 dernières années, l'UC Louvain s'est mobilisé très concrètement pour participer à différentes formes d'accueil et d'accompagnement des migrants, en privilégiant chaque fois les actions en lien direct avec les missions sociales de l'université d'enseignement et de recherche. Alors notre université, dans un premier temps, a collaboré avec la Croix-Rouge et avec FEDASIL pour proposer des cours de français, ainsi que des cours en ligne aux demandeurs d'asile qui étaient installés dans les différents centres en Belgique. Jean-Marie Mutoré, vous avez été à l'initiative du projet MOOCs for Refugees, un cours en ligne for Refugees, et à présent, vous coordonnez le magnifique programme Access to University qui a été mis en place à l'UC Louvain depuis l'an dernier, à l'initiative de très nombreux membres de la communauté universitaire dans toutes les catégories du personnel, qu'ils soient étudiants, personnel administratif, de chercheurs ou professeurs, et également sous l'impulsion de la prorectrice en charge des droits humains, que je remercie ici très vivement. Ce programme est extrêmement concret et innovant, qui a été soutenu depuis par l'Association des universités francophones et que nous avons été invités à présenter à Genève la semaine passée, prépare les réfugiés à entamer des études universitaires. Il a l'ambition, dans sa 2e année de fonctionnement, cette année-ci, d'accueillir une 30aine de réfugiés pour les préparer à s'inscrire l'année suivante dans les programmes réguliers. Certains des étudiants qui étaient inscrits durant l'année écoulée se sont inscrits maintenant dans des programmes réguliers. C'est un formidable programme. J'ai eu l'occasion d'assister à la remise des certificats à ces étudiants qui ont tous eu un parcours extrêmement interpellant et c'est un moment plein d'émotions. Vous, Jean-Marie Mutoré, comment est-ce que vous voyez tout ce programme et qu'est-ce que ça a apporté et comment vous voyez le développement dans le futur du programme? Je suis ému parce que le programme à l'heure actuelle n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé au moment où j'étais étudiant. Pourquoi c'était réussite? Parce que beaucoup de membres de l'UCL, différents services se sont investis. On a travaillé dans une synergie incroyable où tout le monde a donné de son mieux pour que ce programme réussisse. Je ne manquerai pas de dire merci à la prorectrice qui d'ailleurs a été toujours à des réunions de coordination. Alors, le programme, concrètement, je le résume, c'est quoi? C'est un programme qui apporte un accompagnement global concret sur 3 volets. Il y a d'abord Festival, un volet de langue, où des professeurs de l'IRV, que je remercie énormément également, s'investissent jour et nuit pour donner des cours en classe à ces étudiants. Ce n'est pas du tout évident. Ensuite, il y a les étudiants des côtes à projet, notamment le Migracôte, le Côte Ardoise, qui organise des tables de conversation, des tutorats en ligne, qui encadrent également d'autres activités comme des voyages. Et ce qui nous a marqué énormément, c'est le tandem citoyen qui a bien réussi. Deuxièmement, il y a le volet académique, parce que ces candidats-là sont préparés pour commencer une année régulière dans un programme. Alors, le volet académique nécessite des cours juste pour aller tester, voir comment ça se passe l'enseignement à l'UCL. Et là, je remercie aussi les académiques et les responsables de programme qui sont à cheval jour et nuit pour que ce programme ait lieu. Alors, en résumé, il y a un adage que j'aime bien dans mon pays qui dit que l'oiseau qui vole sait où est la moisson. Cette moisson, il faut la comprendre dans les 2 sens. Des réfugiés qui sont ici pour recevoir énormément, mais l'UCL a également reçu énormément de savoir-vivre de ces personnes. Je suis très heureux parce qu'on avait prévu de faire 30 secondes. On savait qu'en donnant 30 secondes, Jean-Marie ferait 3 minutes, mais il n'en a fait que 2, donc je vous propose d'applaudir. Merci Jean-Marie.
slush, slush. Monsieur le cardinal, Messeigneurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le recteur et le représentant, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers amis, permettez-moi également de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette année académique qui s'ouvre, un début d'année qui est toujours un bon moment pour faire le point sur les dossiers qui concernent le plus directement notre université et au premier rang desquels, vous l'avez compris, figure la fusion recherchée entre Saint-Louis-Bruxelles et l'UCL. Alors, le décret attendu pour non seulement formaliser, mais également organiser cette fusion n'est pas, ou en tout cas pas encore, au rendez-vous. Et certains points d'achoppement subsistent, dont les perspectives de certaines habilitations dans le futur. Ce sont des questions qui mettront peut-être un peu de temps à se résoudre, mais qui ne doivent pas nous arrêter dans notre volonté de mettre en œuvre cette ambition commune. Et c'est la raison pour laquelle nos deux universités ont décidé d'entamer sans attendre la réalisation des différents projets qui sont contenus dans ce schéma directeur de fusion tel qu'il a été approuvé par nos deux maisons. Et pour symboliser cette volonté commune, eh bien, vous l'avez compris, une identité visuelle nous rassemble depuis aujourd'hui autour de cette bannière unique de Luçon-le-Vain. Et notre but est de faire finalement ensemble, mieux, ce que nous faisons aujourd'hui séparément. Et à cette fin, et depuis quelques mois déjà, différents groupes conjoints s'activent pour soumettre au comité stratégique mis en place pour piloter le développement de ce rapprochement, de pouvoir réaliser finalement progressivement ce rapprochement dans les faits avant de pouvoir
le réaliser en droit. Alors, c'est un objectif que nous devons à nos deux communautés qui se mobilisent encore très largement pour cela et sont dès lors légitimement en attente de concrétisation. Alors, cette année académique, elle sera également une année charnière pour l'aboutissement de nombreux dossiers en gestation en matière d'enseignement. Ça fait déjà 4 ans que notre enseignement supérieur est organisé dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le décret paysage. Et même si celui-ci a déjà fait l'objet de nombreux ajustements, que ce soit pour clarifier des articles susceptibles d'interprétations divergentes ou encore pour prendre en compte des réalités de terrain qui sont confrontées à des modalités d'organisation qui sont sans doute un peu différentes que ce que ces initiateurs avaient imaginé au départ, il y a eu des surprises, il n'a pas encore donné lieu à une évaluation approfondie de ses effets, de ses bénéfices bien sûr, mais aussi de ses éventuelles limites. Alors, à cet égard, il était prévu qu'un comité permanent, composé par toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur, soit mis en place pour procéder à la fois aux ajustements nécessaires de suivi, bien sûr, mais aussi à cette évaluation. Alors, nous pensons à l'UCL qu'il est temps d'installer ce comité et de procéder à cette évaluation complète de tous les pans du décret paysage, au moment où les premiers étudiants arrivent maintenant dans leur dernière année de bachelier ou de master et seront, en tout cas on l'espère, diplômés en juin prochain dans ce nouveau régime. Et cette évaluation, elle devrait idéalement prendre en compte 3 grands aspects qui forment un peu la colonne vertébrale de cette réforme, à savoir la structure faîtière de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, l'ARES, qui chapeaute l'ensemble du dispositif. Ensuite, l'organisation des établissements selon les types d'enseignement, les découpages géographiques, les réseaux. Et puis, et c'est le plus important, le déroulement des programmes d'études des étudiants. Alors, l'ARES elle-même a perçu la nécessité de cette évaluation puisqu'elle s'est d'une part dotée d'un conseil d'orientation et d'autre part choisi à l'instigation de son président, feu Philippe Mestat, auquel je me permets de rendre ici hommage pour l'important travail de mise en place de l'ARES qu'il a réalisé jusqu'au bout de ses possibilités, de se choisir un comité d'experts indépendants, belges, étrangers, qui a rendu, il y a maintenant 1 an, son rapport assorti de 18 mesures pour faire face aux défis de demain. Et celui-ci est aujourd'hui en discussion au sein des différentes structures de l'ARES, ce qui est à mon avis le signe que ce moment de l'évaluation est arrivé. Et ce sera mon point aujourd'hui, certaines des évolutions observées depuis la réforme mériteraient, je pense, de faire l'objet de cette évaluation, entre autres. À commencer par le dernier appel à ouvrir de nouvelles habilitations lancé par l'ARES il y a quelques mois déjà, qui a généré plus de 200 demandes de projets de nouvelles habilitations, 234 pour être tout à fait exact. Alors c'est certainement le signe du dynamisme de nos institutions, qui doivent sans cesse s'adapter aux évolutions du secteur professionnel, à des évolutions disciplinaires en matière d'enseignement, intégrer les résultats de la recherche dans les programmes. C'est bien normal, ça nécessite une certaine flexibilité. Mais ce nombre pose néanmoins la question de la possible régulation d'offres, parfois redondantes, parfois trop spécialisées, et qui plus est dans une enveloppe fermée d'enseignement supérieur qui s'accommode mal d'une augmentation aussi forte, qui s'assimile en termes économiques à une croissance un peu inflationniste. Alors, bien sûr, tous ces projets ne sont pas retenus, mais le simple fait qu'on en dépose autant pose question. Et il semble par ailleurs parfois, et j'insiste sur le terme, que les échanges autour de ces projets soient moins motivés par des choix pédagogiques ou scientifiques qui sous-tendent ces initiatives que par des défenses de territoire ou d'intérêts particuliers. Ça peut arriver. Et de ce point de vue, l'ARES a un rôle à jouer. L'ARES qui n'est pas encore tout à fait aujourd'hui ce lieu de concertation entre partenaires responsables d'un projet de formation qu'il devrait et qu'il pourrait être. Et c'est un aspect qui mériterait, je pense, de faire l'objet de cette évaluation. Un autre aspect qui mériterait d'être analysé en profondeur concerne les modes d'organisation des parcours étudiants. Alors, je pense que le décret paysage a eu beaucoup de mérite à flexibiliser ces parcours étudiants et à répondre à leurs attentes d'une offre de cours moins monolithique, telle que nous l'avons connue quand nous étions étudiants, et plus en adéquation avec leurs spécificités, leurs attentes, leurs besoins de mobilité aussi. C'est bien normal. La société évolue dans ce sens et il est logique que l'enseignement supérieur fasse de même. Mais il ne faut pas se cacher, ce processus semble aussi avoir eu d'autres conséquences. Alors on a déjà relevé, il y a depuis 4 ans maintenant, les surcharges administratives que ça génère pour les secrétariats administratifs qui ne gèrent plus des cohortes uniformes d'étudiants, mais bien des dossiers de plus en plus individuels. Le ministre Marcourt, ici présent, a d'ailleurs été conscient, puisqu'il a octroyé dans de postes supplémentaires aux établissements pour faire face à cette gestion personnalisée. Mais cela semble aussi avoir eu des effets pour les étudiants eux-mêmes dans leur parcours, que l'on commence aujourd'hui à mieux cerner. Alors, on sait que les programmes eux-mêmes, et certainement depuis maintenant 15 ans et la mise en place du décret Bologne, ont été pensés dans une logique d'année d'études, c'est-à-dire une progression par année d'études. Celle-ci, aujourd'hui, dans les faits, peut quelquefois se déconstruire en cas de cours non réussis trop importants, qui amènent alors des parcours d'étudiants moins organisés, où la cohérence pédagogique peut se perdre.
Et les étudiants, on le sait, de par le décret, ne sont plus inscrits dans une année d'études, mais bien dans un parcours individuel. Et ils peuvent, j'insiste, en cas de report de cours non réussi, perdre un peu ce sentiment, et même la réalité, d'appartenir à une cohorte qui progresse ensemble. Et ça tend aujourd'hui pour eux progressivement à disparaître. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Alors enfin, et on a pu commencer à le mesurer aujourd'hui, cet aspect de la réforme pourrait aussi favoriser un certain rallongement des études. En effet, si un étudiant peut passer du bloc 1 de bachelier au bloc 2 de master en ne réussissant que 45 crédits sur 60 de son programme, de par le décret, on constate qu'un nombre croissant, alors pas majoritaire aujourd'hui, mais croissant, tend à renoncer à représenter sa session de septembre pour préférer ajouter ces cours non réussis à leur programme de l'année suivante. Alors, en agissant de la sorte, ils se donnent évidemment la chance d'avoir de bonnes vacances, c'est certain, mais ils risquent d'accumuler trop de crédits non réussis pour achever leur bachelier en un délai normal de 3 ans. Et ce que nous observons, c'est que 3 années après la mise en œuvre de la réforme, c'est-à-dire que si on la compare par rapport à l'année qui la précède, 2013-2014, jusqu'à la dernière année complète, 2017-2018, nous voyons que le pourcentage d'étudiants qui terminent son bac à l'heure de 3 ans est passé, sur cette période, de 27,6% à 24,6%. Alors que, dans le même temps, le pourcentage d'étudiants qui restent encore inscrits en bac à l'UCL 4 ans après sa première inscription à l'université est passé, sur la même période, de 34,8% à 41,9% sur la même période. En d'autres termes, moins d'étudiants qu'auparavant réussissent sans retard et plus d'étudiants qu'auparavant restent à l'université, sans garantie de réussite et avec le risque de ne plus être finançables à terme. Alors bien sûr, tout ça sont des chiffres UCL. Il nécessite, je pense, une analyse plus fouillée pour confirmer ces tendances. Mais ça pose en tout cas la question de l'impact de cet aspect de la réforme sur la durée effective des études. Alors tout ceci interpelle évidemment les responsables politiques, mais ça interpelle aussi les universités. Il faut le balayer devant sa porte. Et à l'UCL, on prend la pleine conscience et la pleine mesure de toutes ces évolutions. Et on est conscient que les nouveaux étudiants sont très différents des générations précédentes, non seulement parce qu'ils sont ce qu'on appelle des digital natives, et que de ce point de vue-là, il faut à leur égard repenser assez fondamentalement nos modes d'enseignement, j'y reviendrai. Mais ça passe aussi par un renforcement des actions d'orientation qui doivent se faire plus tôt, et plus en amont aussi dans l'enseignement secondaire, en collaboration avec les enseignants des écoles et des collèges. Et c'est ainsi qu'à l'UCL, nous ouvrons dès cette année un certificat en formation continue en orientation, qui est une première en fédération, et qui, je pense, est utile. C'est ainsi qu'aussi que nous avons créé au sein du pôle Louvain, qui nous rassemble tous, avec les hautes écoles partenaires, créé l'outil Cursus, qui est un site web d'utilisation massive où l'étudiant peut éclairer ses choix de formation au départ de ses centres d'intérêt personnel et ses aspirations et trouver son chemin dans son programme d'études. C'est ainsi que nous renforçons aussi sans cesse pour les nouveaux étudiants nos actions d'aide à la réussite, la formation aussi des enseignants et des assistants grâce au Louvain Learning Lab, créé en collaboration avec la KUL, qui vient d'ouvrir de son côté le Leuven Learning Lab, exactement dans le même esprit. Autant d'actions qui en appellent d'autres, bien sûr, qui visent à améliorer l'orientation et l'accompagnement des étudiants lorsqu'ils s'inscrivent pour la première fois à l'université et tenter d'infléchir ce taux d'échec beaucoup trop important et certainement en première année. Alors, au cours de cette année académique, bon nombre de dossiers en gestation en matière de recherche seront et trouveront aussi, en tout cas on l'espère, à se concrétiser. Ça a été le cas dans un passé récent d'identification des pôles de compétitivité en région wallonne, qui, je pense, a fait preuve de toute sa pertinence économique en permettant de financer de nombreuses recherches qui ont un potentiel de commercialisation prouvé à court terme, et nos régions ont besoin de cela. Mais nos régions ont aussi un besoin, je crois, aigu, d'un fonds de recherche qui est situé plus en amont dans le pipeline de l'innovation, et dans un contexte aussi d'une concurrence internationale accrue dans ce domaine. Un peu à l'image, pour reprendre un exemple situé au nord du pays, de ce que est l'IMEC dans le domaine des sciences de la vie, ou le VIB dans le domaine des microélectroniques, ou le VIB dans le domaine des sciences de la vie. Nous avons besoin de cela. Et de ce point de vue-là, par exemple, le centre interuniversitaire Wellbio, que certains d'entre vous connaissent bien, peut, je pense, représenter ce prototype pour ce chaînon manquant dans le monde de l'innovation wallonne, à condition de pérenniser sa structure et de garantir son financement. Mais la recherche se décline aussi plus en amont dans le chaînon de l'innovation et au travers notamment de son volet fondamental. Et on connaît dans ce domaine le rôle joué par le FNRS, le Fonds national pour la recherche scientifique, qui fête cette année son 90e anniversaire. Et 90 ans plus tard, le FNRS représente une source de financement très importante pour nos universités, dont la nôtre. Avec ses fonds associés, le FRIA, le FRESH, il représente chez nous plus de 300 doctorants, finance une centaine de chargés de recherche actifs à l'UCL, sans parler des 120 mandataires permanents. En clair, la force de frappe de la recherche à l'UCL ne serait pas du tout la même sans le FNRS. Et cette année, le fonds a pu restaurer un appel à projet pour financer de gros équipements
dont 6 projets UCL, ont été sélectionnés, ce qui permettra l'installation d'équipements de pointe pour plus de 2,5 millions d'euros. Je me permets de l'évoquer parce que j'avais été assez critique l'année passée, je me rappelle, sur l'absence de ce type de financement. Il y a un premier pas dans ce domaine important. Alors, l'annonce dans le cadre du plan national d'investissement, faite la semaine dernière, qui vise à accroître significativement le financement des infrastructures universitaires et pour son volet wallon, le financement des plateformes d'excellence technologique dans une optique interuniversitaire, représente pour nous une opportunité d'aller beaucoup plus loin encore dans ce sens-là. Et c'est un dossier auquel nous serons très très attentifs parce qu'il est assez important dans le cadre de notre politique de recherche. Alors, revenons au FNRS. Les taux de succès des appels à projets du fonds restent aujourd'hui insuffisants, on le sait, et je ne le dis pas dans l'absolu, mais simplement par rapport à la qualité et l'évaluation des projets par des experts internationaux. Et à cet égard, il faut saluer le fait que le fonds a bénéficié d'un financement de 8 millions d'euros, que le ministre Parcours a qualifié lui-même de premier pas. Alors on fait vraiment appel à lui pour qu'il puisse y en avoir d'autres à bref délai. Alors, la part des projets européens dans le financement de la recherche au sein de notre université s'accroît d'année en année, c'est structurel. Et en particulier, le European Research Council est devenu non seulement une source de financement importante pour les universités européennes et la nôtre, mais aussi une source de prestige pour les chercheurs qui en sont lauréats et qui leur ouvre d'énormes possibilités et de nombreuses portes au niveau international. Alors pour le programme H2020, qui court depuis 2014, qui nous donne un certain horizon temporel pour examiner la chose, l'UCL a obtenu à ce jour 50% des financements octroyés aux universités belges francophones, ce qui, je pense, témoigne de la qualité de nos chercheurs, mais aussi, on ne le dit pas assez, des actions et d'assistance au montage de projets de notre administration de la recherche. Mais le taux de succès des appels à projets européens, aux alentours de 10%, est totalement insuffisant par rapport à la qualité des projets qui sont déposés. Alors vous me direz, rien d'anormal, tout ça est assez habituel. Eh bien non, je pense que cette année-ci, les choses pourraient changer. Le projet de budget déposé par la Commission européenne vise à, ou en tout cas prévoit, une augmentation du budget de la recherche d'environ 100 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union sur un horizon de 7 ans. Alors on est loin, diront certains esprits chagrins, des 140 milliards soutenus par la Commission Lamy, qui avait réfléchi au sujet, mais néanmoins c'est un budget considérable. Et nous ferons tout à l'UCL pour emporter l'adhésion des décideurs européens sur le plan budgétaire, avec bien sûr les universités partenaires. Je pense qu'on est très actifs dans ce domaine pour intensifier notre action de sensibilisation. Alors l'UCL se décline aussi de façon digitale et développe depuis plusieurs années, on y a fait référence tout à l'heure, un projet ambitieux, je pense, d'université numérique basé sur une stratégie open qui est une approche d'ouverture, de collaboration, de partage de connaissances soutenue par des technologies appropriées. Alors l'année thématique des mondes numériques qui vient de se terminer nous a permis de centrer ce thème, d'abord autour des thèmes à l'UCL bien sûr, mais aussi de dépasser le cadre de l'université et de susciter le débat autour du numérique. Et c'était l'occasion pour nous de poser un regard critique et réflexif sur le numérique, les enjeux sociétaux qu'il pose, mais aussi d'interroger nos propres pratiques numériques, de le mettre en adéquation par rapport aux valeurs qu'on entend défendre, et de regarder ou de voir ou de constater qu'il n'y a pas toujours adéquation entre les deux. Alors, fort de cette réflexion, notre projet doit maintenant s'intensifier parce que les enjeux sont très importants. Alors, vous me direz pourquoi ? Depuis près de 600 ans, l'UCL, comme d'autres universités, s'implique, en tout cas pour 600 ans, celle de l'UCL et la KUL, dans le développement des savoirs et leur transformation de génération en génération. Il n'y a là rien de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que sans doute jamais au cours des siècles passés, la vitesse d'évolution des progrès technologiques n'a été aussi grande, provoquant des opportunités, bien sûr, mais aussi une incertitude sur l'avenir de nos sociétés. Et nos réflexions et nos projets numériques tentent précisément d'apporter des réponses à ces questions. Et j'aimerais bien illustrer ça au travers de 2 exemples qui font partie de la stratégie numérique de l'UCL. D'abord en matière d'enseignement. Notre université est depuis plusieurs années, on le répète souvent, un leader international en matière de MOOCs. Ces cours en ligne, ouverts à tous et gratuits. Notre projet vise maintenant à intégrer ces cours en ligne dans les formations classiques et de les ouvrir à un maximum de nos étudiants qui sont en attente de cela. Ces MOOCs ont été l'objet de réflexions, d'expériences d'innovation pédagogique, on le sait, mais l'objectif n'est évidemment pas de supprimer les formations présentielles, au contraire. Ces cours en ligne doivent maintenant se combiner de manière innovante, intelligente, avec le présentiel pour les enrichir. Et il y a beaucoup d'outils dans ce domaine. Les classes inversées, on sait aussi que le rôle du Louvain Learning Lab, auquel je faisais référence tout à l'heure, sera crucial pour la mise en œuvre de cet élément de la stratégie. Deuxième élément, en matière de recherche scientifique, les grands éditeurs scientifiques que nous connaissons monnaient très cher l'accès à leur contenu, un contenu qui est par ailleurs produit gratuitement par les chercheurs eux-mêmes. Et on le voit de plus en plus, les coûts deviennent assez peu supportables pour nos bibliothèques, pour nos chercheurs. Or,
les technologies permettent aujourd'hui la mise en œuvre de modèles alternatifs, et tels que l'open access, par exemple, qui permet un accès libre, gratuit, en ligne, aux publications scientifiques. Et là aussi, la technologie est mise au service du partage des connaissances. L'open access, c'est finalement au résultat de la recherche ce que les ressources éducatives libres sont à l'enseignement, c'est-à-dire un accès pour toutes et tous aux connaissances les plus récentes. Alors, notre université s'est engagée clairement dans cette voie, d'abord avec son dépôt institutionnel des résultats de la recherche, aussi avec son soutien aux journaux d'open access. On ne le fait évidemment pas seul, ça n'aurait aucun sens, mais bien avec un nombre croissant de partenaires, dont les universités présentes dans nos réseaux, mais aussi d'autres acteurs publics, notamment la région wallonne, qui a depuis pas mal d'années déjà intensifié son action dans ce domaine, dans tous les projets ou appels à projets qu'elle fait. Et le but étant, parce que c'est ça dont il s'agit, de concurrencer les modèles marchands de publication des résultats de la recherche. Et à cet égard, l'open access, c'est un élément important, mais ce n'est qu'une étape. Le but est de le compléter à terme par l'open data, l'open source, qui permettent un accès aux données de la recherche, pas uniquement aux résultats, ainsi qu'aux logiciels. Et on entre alors dans l'open science, qui est, je pense, une véritable alternative dans la démarche scientifique. Alors, cette une évolution numérique très présente chez nous ne doit pas nous faire oublier que l'UCL investit aussi massivement dans le développement physique et matériel de ses sites. Pour vous donner un exemple, sur la période 2010-2016, l'UCL a investi plus de 100 millions d'euros dans la rénovation lourde, le réaménagement, la construction de nos bâtiments académiques. Et si on regarde le futur, c'est près de 70 millions sans doute qui seront en toute vraisemblance investis exactement dans les mêmes objets d'ici 2025. C'est trop peu, mais c'est en tout cas beaucoup sur les fonds de l'université. Et nous continuerons. Et c'est vrai aussi dans le domaine du logement étudiant. Alors je me réfère là-dessus à la décision prise par le conseil d'administration de construire de nouveaux logements étudiants sur le site de Louvain-la-Neuve. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi. Il était sans doute utile de créer du logement étudiant et de le construire au début de Louvain-la-Neuve. Est-ce que c'est encore nécessaire maintenant? Nous pensons que oui. En effet, l'université entend conserver son poids relatif sur le marché immobilier néo-louvainiste, que nous ne pouvons évidemment pas faire à Bruxelles, ce qui lui permet de contenir dans une certaine mesure l'évolution du prix des loyers privés d'accès au logement étudiant, dont certains ont, je crois, atteint les limites du raisonnable. Et donc nous avons un rôle à jouer dans ce domaine. Parce que le coût du code, pour bon nombre de familles, c'est un vrai obstacle à l'enseignement supérieur, parmi d'autres bien sûr, mais c'est un obstacle, et donc toute mesure dans ce domaine est, je crois, utile, y compris socialement. Alors bien sûr, les moyens disponibles ne sont pas infinis, à l'inverse des attentes de notre communauté, ce qui est assez normal. Et à cet égard, c'est une des principales motivations de la stratégie financière de l'UCL, qui entend dégager des bonis financiers pour répondre en tout cas partiellement à ces demandes. Et lorsque des bonis financiers sont dégagés, ce que nous faisons depuis presque maintenant 10 ans, la dernière année où ça n'a pas été possible a été 2009 et l'année des conséquences de la crise financière, eh bien, je pense qu'il y a une réelle utilité à en programmer l'affectation aux missions académiques, ce qui crée une certaine prévisibilité sur l'utilisation des ressources et qui est un gage de transparence à l'égard de la communauté. Alors dans cette optique, au terme d'une réflexion très utile menée avec le conseil académique, le conseil d'administration, en novembre dernier, a mené ce débat et a pris récemment une décision d'adopter les balises structurelles pour l'affectation de son résultat annuel. Et je pense que c'est une chose assez rare pour une université que de décider à l'avance de la façon dont ces bonis financiers, pourtant qu'ils existent bien sûr, soient distribués. Avec un premier résultat concret, puisque cette année-ci a permis, en 2017, en tout cas pour l'exercice 2017, de distribuer quelques 5 millions d'euros à des missions académiques à répartir au niveau sectoriel et central. Et c'est des moyens qui s'ajoutent aux 3 millions récurrents, ceux-là, récemment adoptés et accordés pour la création de 40 postes à l'université, là où les besoins sont les plus criants et il y a beaucoup de candidats. Alors, tous ces moyens, mesdames et messieurs, aussi limités soient-ils, notre université en aura bien besoin au cours de l'année qui vient. Mais, ce sera mon dernier message, sans l'engagement et la motivation des membres de sa communauté, je ne pense pas qu'ils nous serviront à grand-chose. Et à cet égard, au cours de l'année écoulée, on a à nouveau pu constater combien cette mobilisation était grande. En effet, je me suis permis de regarder ça d'un peu plus près, dans les différents groupes de travail, groupes de projets, groupes de réflexion, workshops, comités d'accompagnement, de pilotage, et la liste est longue. On voit que quel que soit le nom, le thème abordé, aussi l'ampleur du projet, du plus holistique au plus spécifique, on voit que les acteurs de l'UCL se mobilisent et s'impliquent au quotidien. Et c'est ça qui, dans un monde aux perspectives aussi incertaines que celui de l'enseignement supérieur et par ailleurs très concurrentiel, qui nous donne ce degré de confiance pour aller de l'avant, au-delà de la nécessaire humilité et modestie qui doit nous caractériser en regard de l'ampleur de la tâche. Mais en tout cas, c'est fort de cette confiance, mesdames et messieurs, que je me permets de vous souhaiter un très bon début d'année académique. Je vous remercie.
chers étudiants, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Cette année, le thème est à l'ouverture internationale. Celle-ci peut être une chance quand elle se comprend comme autonomie scientifique, diversité, accueil et échange. Toutefois, l'ouverture internationale est aujourd'hui doublement menacée dans nos pays. D'une part, en raison de la montée des extrémismes et la fermeture aux diversités. D'autre part, car elle peut amener l'université à épouser des logiques marchandes qui viennent contredire sa vocation. Pour nous, l'ouverture des universités est la meilleure réponse possible aux idées xénophobes et liberticides qui secouent aujourd'hui notre société et se retrouvent jusque dans les rangs de notre gouvernement. Ces derniers mois, nous avons vu à quel point les universités belges étaient concernées et au centre de ces débats. En mai dernier, avec l'appui des membres de leur communauté, les 11 recteurs et rectrices belges se sont unis dans une lettre publique pour demander de la régularisation de la famille de la petite Maouda, une première dans l'histoire de la Belgique. À circonstances exceptionnelles, intervention exceptionnelle. Quelques semaines plus tard, 1100 académiques de tout le pays se sont à nouveau unis pour demander une politique migratoire humaine et digne. Malheureusement, nous découvrions il y a 2 semaines l'existence, dans notre pays, de groupes étudiants prônant ouvertement des idées sexistes, racistes et xénophobes. N'ayons pas peur de les nommer, de les dénoncer. Les idées telles que celles de Schild et Vrienden se répandent au sein de notre société. Nous condamnons fermement toute tentative, comme ce fut le cas dans d'autres universités, d'intégrer des idéologies aussi dévastatrices au sein des organes décisionnels de nos institutions. Pas très loin d'ici, en Hongrie, il y a à peu près 1 mois, le gouvernement de Viktor Orban a annoncé la fermeture du master en études de genre au nom des valeurs du gouvernement concernant l'être humain. Le stade des menaces a été dépassé. Nous en arrivons au point où les institutions de savoir sont les cibles directes de ces idées destructrices. En Europe et de par le monde, soutenons celles et ceux qui se battent pour la démocratie et contre les régimes despotiques. C'est pourquoi nous faisons un appel ce soir à libérer Amaya Coppens, 23 ans, notre concitoyenne et leader du mouvement étudiant 19 de Abril, enfermée depuis plusieurs jours au Nicaragua pour avoir manifesté contre le gouvernement de Daniel Ortega et réclamé l'autonomie des universités. Une autre menace pèse aussi sur l'ouverture internationale. L'internationalisation est souvent confondue avec la mercantilisation. En effet, aujourd'hui, la concurrence mondialisée est devenue réalité. Les rankings poussent nos institutions dans leur retranchement, les amènent à se mener une guerre effrénée dans laquelle personne ne sort jamais gagnant et où la seule victoire n'est pas le dépassement de soi, mais le dépassement de l'autre. Ces classements ont participé aux profondes mutations qu'a connues l'enseignement supérieur. Ils incitent à grandir et grossir. Ils poussent chaque université à apparaître comme un point plus important sur la carte. Les rankings et le rayonnement international sont l'argument premier de tout processus de fusion. Il faut peser dans le paysage. Toutefois, ce modèle ne peut durer. Et tenter de le perpétuer pousse l'université à sa perte. La recherche de la vérité n'est pas une compétition. Ces résultats sont des biens communs et ils ne peuvent être privatisés. Combien de temps encore avant que nous ne fassions naufrage, comme le disait Michel Freytag dans un livre sorti en 1995. Il y critiquait la logique mercantile et utilitariste des réformes universitaires, une logique dont trop souvent notre propre université et les collèges d'experts s'inspirent largement. Aujourd'hui, nos universités sont devenues des entreprises, leurs recteurs des CEO, les académiques en sont les cadres dirigeants, les chercheurs des CDD précaires
rêvaient d'un CDI lointain et incertain. Et enfin, les étudiants sont des clients, source de revenus et de capital humain. Dans cette vision, l'objectif est alors, avant tout, de dégager une attractivité, attirer un maximum d'étudiants et produire la recherche la plus rentable. Situation exacerbée en Belgique francophone par la politique de l'enveloppe fermée qui conditionnant les subsides de nos universités au nombre d'inscriptions enregistrées. Elle les amène à se mener une concurrence atteignant chaque année des summums d'absurdité. L'étudiant, quant à lui, devient un consommateur. Consommateur de quoi ? Consommateur de la ressource essentielle que peut fournir une université, la science. Cependant, ce qu'on oublie souvent, c'est le sens du mot « consommer ». Consommer, c'est utiliser une matière, un produit, l'employer en le détruisant, en le rendant inutilisable. Le savoir se consomme-t-il ? Le savoir se consume-t-il ? Aux dernières nouvelles, la science échappe et contrevient à toute conception de ce type. L'université que nous voulons, que nous aimons, repose sur un autre modèle, où le savoir ne se réduit pas lorsqu'il est partagé, mais croît exponentiellement, où le nombre d'étudiants n'est pas un fléau, mais une chance de tirer notre société tout entière vers le haut. Car l'accès aux études supérieures est un droit, ainsi qu'une condition incontournable de l'amélioration de notre société. L'ouverture sur le monde, c'est une chance qui fait l'essence même du mot université. Les valeurs d'accueil et de partage ne peuvent rester des mots. Commençons par l'accueil d'étudiants internationaux venus des 4 coins de la planète, au même titre que les étudiants européens, et ce, pour bénéficier de leur richesse culturelle et non financière, en abaissant leur minerval qui culmine aujourd'hui honteusement à 4 175 €, mais également via l'accueil de personnes migrantes, en leur offrant la possibilité de suivre nos formations et reconstruire une vie en Europe. L'avenir n'est pas écrit, et dans les mois et années à venir, des choix clairs devront être posés, car aujourd'hui, 2 chemins se tracent devant nous. Prendrons-nous celui de la commercialisation ou prendrons-nous celui de l'autonomie intransigeante de l'université ? Laisserons-nous des logiques identitaires envahir nos établissements ou défendrons-nous l'accueil d'un maximum d'étudiants étrangers ? Formerons-nous des citoyens critiques, capables d'appréhender les défis de notre temps ? Pour conclure, laissez-moi emprunter humblement ces quelques mots à Ernest Hemingway. Aujourd'hui est seulement un jour parmi tous ceux qui existeront. Mais ce qui arrivera dans les jours qui viendront peut dépendre de ce que vous faites aujourd'hui. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, très chers collègues, c'est un très grand honneur pour la communauté du personnel administratif et technique de cette université de vous adresser ces quelques mots en ce jour très symbolique de rentrée académique. Le thème de cette année est dynamique, motivant, dépaysant, et nous sommes très heureux de partager avec vous ce qu'il nous inspire. L'international dans notre maison n'est pas une nouveauté, mais le thème méritait d'être mis en valeur à nouveau, tant il fait maintenant partie du quotidien de nombreuses personnes. Si l'ouverture internationale est une ambition pour les enseignants, les chercheurs et nos autorités, elle représente bien souvent un réel défi pour le personnel administratif et technique. Les formations et les recherches constituent une vitrine à l'international. Et nous, personnel administratif et technique,
Nous sommes bien souvent la première réalité de cette vitrine, le premier visage, le premier sourire de l'UC Louvain. En effet, à leur arrivée chez nous, les étudiants d'échange, les chercheurs étrangers, les professeurs visiteurs sont très souvent accueillis par l'un ou l'une d'entre nous. Et cet accueil peut déterminer bien souvent le reste de leur aventure parmi nous. Ce jour-là, nous incarnons notre université, voire notre pays. Quelle responsabilité, mais quel plaisir aussi. Vous êtes nombreux dans cette assemblée, à mon avis, à avoir effectué un séjour dans une université étrangère. Essayez donc de vous rappeler quel est ce premier visage que vous y avez rencontré, quelle impression il vous a faite et quels souvenirs vous en avez gardé. Je ne vous vois pas tous, mais si je pouvais vous voir, je suis sûre que certains sourient à cette évocation. Et dire que des étudiants, et que dire des étudiants qui ont cette chance extraordinaire d'aller voir ailleurs, ou mieux, de venir de l'étranger pour nous découvrir. Ce que ces derniers ramèneront en priorité chez eux et qu'ils transmettront à leurs collègues candidats à l'échange, probablement avant la valeur incontestable bien sûr de nos programmes, c'est la qualité de l'accueil et de l'organisation. Pour des étudiants, ces détails peuvent faire toute la différence entre deux universités de même niveau au moment de choisir leur destination d'échange. D'autant que, soyons honnêtes, nous ne pourrons jamais rivaliser avec le soleil espagnol. Quoique. Si certains acteurs du personnel administratif et technique ne sont jamais en contact direct avec tous nos invités venus des quatre coins du monde, mais contribuent néanmoins à l'image de l'UC Louvain, ils méritent ici d'être remerciés pour des actions telles que l'entretien des espaces verts et de nos locaux, la mise au point des appareillages, le développement des outils informatiques et documentaires, la gestion des fonds nécessaires à la mobilité et tant d'autres encore. Ainsi, tout ce qui concerne la préparation et l'organisation d'un séjour suppose pas mal de travail en back-office. Nous avons fort à cœur de contribuer à donner la bonne impulsion et à faire en sorte que les accords, les publications, les collaborations se passent dans un espace de respect, d'écoute, de confiance et d'intégrité. Tiens, ces 4 mots ne vous rappellent-ils rien? Souvenez-vous, le bureau du Corta a cette année voulu mettre ces valeurs à l'honneur dans le cadre d'une campagne d'affichage. Et je me réjouis à l'idée de pouvoir continuer à les promouvoir et les appliquer. Ainsi, aucune relation internationale ne serait possible sans le respect de l'autre et de sa différence, sans l'écoute, rendue parfois plus délicate quand il s'agit d'interpréter les articulations improbables d'un étudiant arrivant de Chongqing Jiaotong. Rien ne se ferait non plus sans la confiance en nos partenaires et en leur qualité, ni sans l'intégrité qui nous permet de rester qui nous sommes en toutes circonstances. Quelle belle et enthousiasmante responsabilité nous incombe là, dans la mise en œuvre technique des nombreuses initiatives internationales dont notre université a le secret. Merci à elle. Tout ce que je viens d'évoquer suppose que le personnel administratif et technique soit le support local des activités internationales des professeurs et chercheurs. Même si certains d'entre nous se déplacent à l'étranger pour négocier, promouvoir, informer sur l'université, ils sont cependant une petite minorité. Et je profite donc de cette prise de parole pour affirmer que nous devrions mieux profiter des programmes existants qui nous permettraient de découvrir les bonnes pratiques de nos collègues étrangers. Y a-t-il meilleure façon d'apprendre que de confronter ce que l'on fait tous les jours, parfois depuis des années, avec ce que des collègues étrangers font autrement ailleurs? L'ouverture internationale de l'UC Louvain, c'est aussi donner à son personnel la possibilité de continuer à apprendre, à se former, à découvrir, en partant temporairement ailleurs pour revenir fort d'idées nouvelles à partager et enrichies d'une expérience personnelle inoubliable. Soyons curieux de l'autre pour apprendre de lui et agrémenter ainsi notre quotidien. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour rencontrer l'autre. Celui-ci vient parfois à nous. Ainsi, pensons à ces nouveaux collègues venus nous rejoindre de l'étranger et pour qui l'UC Louvain est une expérience internationale. Nous aimons les accueillir, les former, les intégrer
et nous montrer curieux de leur richesse. Par ailleurs, depuis quelques années, l'UC Louvain nous donne l'occasion de voyager dans notre Belgique, qualifiée parfois par de mauvaises langues de petite. Je pense que maintenant, nous comprenons combien cette notion est toute relative, car la multiplication des sites et les distances entre ceux-ci représentent aussi un beau défi pour le personnel de cette université, quel que soit son statut d'ailleurs. Mais je voudrais ici souligner la bonne volonté de chacun d'entre nous à s'adapter aux modifications que cette riche expansion nous impose. Et je souhaite insister sur la compréhension mutuelle que nous devons avoir de la situation de celui ou celle qui n'est pas directement dans le bureau d'à côté. Tout autant que la grande ouverture internationale, nous avons tous envie de réussir le multisite, cette collaboration intranationale. Je nous souhaite à tous une année académique faite de défis enthousiasmants et de riches rencontres dans la sérénité et le plaisir du travail partagé. Je vous remercie pour votre attention. Les études universitaires sont une boussole dans la jungle. L'université est défiée par le tremblement de terre du numérique. Les intellectuels doivent faire entendre leur voix. L'innovation en Europe ne sera possible qu'en faisant tomber les barrières entre disciplines. Ouvrez les jeunes à un autre environnement que leurs seules études. Ces quelques interpellations questionnent le rôle des universités dans le monde d'aujourd'hui. Elles émanent d'Enrico Letta, doyen à Sciences Po Paris et ancien Premier ministre en Italie, de notre Premier ministre Charles Michel ou encore de Jean-Pierre Bourguignon, président du European Research Council, le Conseil européen de recherche. Ces trois personnalités et une douzaine d'autres ont été invitées à l'UC Louvain, il va falloir s'y faire, à l'UC Louvain, dans le courant de l'année académique écoulée pour des échanges avec des membres de la communauté universitaire. L'université doit aujourd'hui, plus que jamais, jouer pleinement son rôle d'acteur sociétal. Elle doit être présente dans le débat public parce qu'elle est l'un des lieux essentiels d'élaboration d'un avenir meilleur en évitant le piège de l'immédiateté et des réponses simplistes. C'est dans ce cadre qu'une douzaine de thématiques ont été identifiées autour desquelles j'ai pris l'initiative de réunir des représentants de la société qui ont débattu librement avec des membres de la communauté universitaire. La synthèse de ces échanges est reprise dans un volume publié aux presses universitaires de Louvain sous le titre « L'université en dialogue ». Il ne s'agit pas d'aligner nos certitudes ou nos revendications en la matière, mais d'ouvrir autant de dialogues qui questionnent le rôle de l'université dans la société d'aujourd'hui. Ces conversations avec des acteurs de notre futur n'ont de sens que si elles sont partagées, aussi avec vous. Je vous invite donc à lire ces dialogues. Des exemplaires du livre qui est ici sont disponibles à la sortie. N'hésitez pas à en prendre l'un de l'autre exemplaire. L'UC Louvain, par ailleurs, est engagé dans l'open access et l'ouvrage est bien sûr également accessible librement et téléchargeable sur Internet. Avec nos invités, nous avons bien naturellement débattu de l'enseignement supérieur et de la formation. La première observation porte sur les limites de notre modèle actuel et certaines ont été évoquées il y a un instant. Nous avons partagé avec le ministre Jean-Claude Marcourt les principales lignes de développement d'un enseignement toujours plus massifié et en même temps toujours plus individualisé, où les savoirs se co-construisent entre les enseignants et étudiants amenés à collaborer de manière plus interactive qu'avant. Ce modèle d'enseignement passera aussi par des solutions d'open education et d'open access au savoir, qui sont des priorités pour notre université. Comme nous l'avons rappelé tout au long de cette année thématique qui s'achève aujourd'hui et qui fut consacrée au monde numérique.
L'université de demain, affirme le professeur Agarwal, docteur honoris causa de notre université, et par ailleurs aussi directeur de EDX, plateforme de cours en ligne qui a réuni plus de 10 millions d'étudiants à travers le monde, doit placer chaque étudiant dans un environnement qui lui permet, et je le cite, de créer une culture de l'invention. Pour cela, nous devons imaginer un enseignement plus modulaire, passant par de multiples canaux, offrant davantage de transversalité pour des étudiants qui ne seront plus nécessairement physiquement sur nos sites et qui entreront dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie. Nous avons réfléchi aussi avec la ministre Marie-Martine Schins au rôle essentiel de l'enseignement obligatoire, au moment où le pacte d'excellence se met progressivement en place. Jamais notre système éducatif, source de construction de référentiels communs pour les jeunes, n'a été aussi fragmenté qu'aujourd'hui. Là où certaines écoles invitent les jeunes à s'adapter à la société, d'autres écoles leur proposent de la reconstruire et de la réinventer. Ces défis sont aussi la raison pour laquelle notre université s'est investie depuis plus de 2 ans dans un projet de réforme en profondeur de la formation initiale des enseignants en partenariat renforcé avec plusieurs hautes écoles avec lesquelles nous collaborons à la définition de nouveaux programmes. En tant que lieu de formation, l'université doit offrir une boussole, dit Enrico Letta, ancien Premier ministre en Italie. Une boussole fondée sur des valeurs, sur une éthique, sans tomber dans le relativisme, ni dans une neutralité de façade. Elle doit aider à comprendre et penser différents points de vue. L'université doit aussi être un lieu qui unit les anywhere, celles et ceux qui pourraient vivre partout grâce à leur connaissance des langues et de multiples compétences, les anywhere, et les somewhere, ceux qui sont issus d'un lieu, d'une communauté dont ils ne peuvent pas sortir par manque de compétences. D'autres enjeux sont abordés dans ce recueil de dialogue. Avec Jean-Michel Javot, nous avons discuté de la dimension entrepreneuriale, à renforcer pour que nos diplômés inventent les innovations qui permettront à notre société d'apporter des solutions et des réponses créatives aux défis, entre autres, environnementaux. Nous avons également abordé des enjeux de pleine actualité, les mouvements de migration pour lesquels l'Europe peine à trouver une réponse à la hauteur de ses valeurs et de sa vision humaniste. Ces enjeux concernent aussi la place de la Belgique au sein d'une Europe qui doit se redéfinir, sans quoi elle risque de perdre la confiance de ses citoyens. Nous avons pu débattre des aspects politiques avec notre Premier ministre, pour qui la démocratie européenne doit retrouver une légitimité nécessaire pour retisser du lien avec les citoyens attirés par les discours simplistes. En fait, il ne dit pas grand-chose d'autre que la présidente de l'AGEL il y a un instant. Pas sur tous les points. Pour le Premier ministre Charles Michel, et je le cite, « Les nouveaux modes de communication sont en train de balayer les médias traditionnels, l'intellectuel et l'écrivain. » Fin de citation. Il demande que les universités soient davantage présentes dans ce débat public et pas seulement lorsque leur propre avenir est concerné. Enfin, nous avons débattu d'enjeux qui touchent l'ensemble de notre société, le rapport à la ville, dans lequel nous sommes particulièrement investis, ici bien sûr à Bruxelles, mais aussi à Mons, Tournai et à Charleroi. La question du genre, dans l'année où nous diplômons comme université de référence les premiers étudiants et premières étudiantes du master interuniversitaire en études de genre. La place des arts et des cultures dans nos cursus de formation en invitant un lauréat du concours Prix Anne-Elisabeth. La responsabilité des universités dans le développement de solutions durables, ou encore les enjeux de santé publique, au moment où la mise en réseau des hôpitaux va redessiner le paysage hospitalier en Belgique. Avec la ministre Alda Gréoli en dialogue, mais également avec l'ensemble des acteurs concernés, l'UC Louvain est particulièrement attentive à ces évolutions, qui auront un impact à la fois sur la formation de nos futurs médecins, mais aussi sur l'organisation prochaine des hôpitaux universitaires, en particulier ici, à Woluwe, où se prépare la construction ambitieuse d'un nouvel hôpital H2025. De choix intelligents aujourd'hui,
dépendra la qualité des soins de demain. Il est temps, dans ce contexte, que les obstacles actuels politiques et administratifs à la poursuite de cette reconstruction soient levés sans tarder. Ce qui m'a particulièrement frappé durant ces échanges, c'est le niveau élevé des attentes à l'égard de l'université. Comme lieu de formation, bien sûr, pour tous les publics, largement accessible, source d'émancipation et d'excellence, y compris tout au long de la vie, mais aussi comme lieu de création de savoir et d'innovation et lieu de création d'entreprises. Elle doit aussi être un acteur urbain en lien avec les communes et les régions. Elle est responsable de la formation des cadres. Elle doit être un moteur de progrès capable à la fois de répondre aux défis sociétaux, aux objectifs du développement durable, à la crise migratoire. On attend d'elle qu'elle soit un modèle en matière d'insertion et d'inclusion, qu'elle anime le débat public en défenseur de notre modèle démocratique, qu'elle garantisse la qualité des soins de santé, qu'elle joue un rôle actif en tant qu'acteur culturel et qu'elle soit pionnière de la transition numérique. L'université est attendue partout. Conjuguer ces attentes est un défi collectif et quotidien. Comme recteur, je suis admiratif de l'équilibre et de la subtile combinaison de toutes ces missions réalisées tous les jours par les membres de la communauté universitaire. Je suis admiratif de cet équilibre réussi, mais toujours difficile, entre une université de masse et une éducation individualisée. Je suis admiratif aussi d'une université qui contribue à former avec responsabilité celles et ceux qui seront en charge du monde de demain, pas demain, dans 10 ans, dans 20 ans, tout en restant attentive au marché de l'emploi aujourd'hui. La dernière enquête montre que plus de 90% de nos diplômés ont un emploi rémunéré après 6 mois. Je suis admiratif d'une université qui a diplômé 1 demi-million d'étudiants depuis sa création, qui fêtera dans quelques années 600 ans d'existence et qui en même temps est résolument tournée vers l'avenir en osant par exemple s'investir très tôt dans des cours en ligne dont elle est aujourd'hui un des leaders européens. Une université qui recrute aujourd'hui comme professeurs autant d'hommes que de femmes, autant de Belges que d'internationaux. Une université qui offre un parcours complet à ses étudiants, qui les accueille avec leur diversité, leurs différences, leurs handicaps, qui leur offre un parcours d'études combiné avec celui d'entrepreneurs, d'artistes ou de sportifs, qui développe d'innovantes infrastructures culturelles et sportives, une université qui avance, se transforme, qui innove, invente, réinvente, comme elle le fait depuis des siècles, ce qui fera son avenir. Cette université, c'est notre université, notre UC Louvain. Mesdames et messieurs, les attentes de la société à l'égard des universités n'ont sans doute jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Et l'UC Louvain est bien là pour y répondre, présente et déterminée, bien présente au rendez-vous de ces équilibres difficiles à trouver. Elle partage d'ailleurs ce défi permanent avec les autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je remercie les recteurs présents ce soir avec nous. Car si nous nous trouvons parfois dans une saine et dynamisante émulation, le devenir des universités belges francophones est aussi lié. Le développement de l'une de nos institutions soutient aussi celui de l'autre. Dans un contexte de mobilité croissante, l'avenir des universités en Belgique se joue aujourd'hui plus à l'extérieur de la Belgique qu'à l'intérieur. Je ne parle pas de l'avenir de demain ou des habilitations de l'année prochaine ou dans 5 ans. Je parle de l'avenir des générations qui nous suivent, de la formation de nos enfants et de nos petits-enfants, de la qualité des soins du futur et de l'assurance de trouver les ressources pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux du futur. Toutes ces missions ne pourront être remplies qu'à la condition expresse de disposer de moyens suffisants. Mesdames et messieurs les responsables politiques, ce soir, c'est moi qui vous parle, mais je vous porte un message partagé par les recteurs de toutes les universités francophones. Hier à l'ULB, aujourd'hui à l'UC Louvain, demain dans les autres universités, le même texte sera lu à l'occasion des différentes rentrées académiques. Et je le cite. Les 6 recteurs des universités belges francophones ont procédé ensemble à une lecture critique du rapport du collège d'experts extérieurs établi il y a près d'1 an, à la demande du conseil d'administration de l'ARES. Ils en ont apprécié l'analyse qui observe le définancement général de l'enseignement supérieur. Ce définancement
a été particulièrement important pour les universités. Sur les 15 dernières années, la baisse du financement par étudiant a été près de 20%. Cette diminution rend l'exercice des missions de base des universités de plus en plus difficile, à un moment où la concurrence internationale est toujours plus forte. Nos 6 universités sont une source majeure de développement pour leur environnement. À l'occasion de cette rentrée académique et à la veille d'une nouvelle législature, les recteurs des 6 universités belges francophones ont convenu de partager avec vous une demande de refinancement ambitieux et prioritaire indispensable pour leur permettre de remplir leurs missions essentielles dans le futur. Et je reviens à mon propre texte. Sous cette législature, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a assuré un premier relèvement de la dotation accordée à l'enseignement supérieur. C'est une augmentation de dotation de ce même niveau que les experts de la RES recommandent de réaliser non pas sur une législature, mais bien chaque année jusqu'en 2030. Sous cette législature, dans un pacte national d'investissement dévoilé il y a quelques jours, le gouvernement fédéral a annoncé sa volonté d'investir massivement 12 milliards d'euros dans l'enseignement et dans la recherche. Triplement du budget pour les infrastructures, doublement du financement du programme de recherche EOS, soutien à la recherche dans les hôpitaux, investissement dans les gros équipements, c'est le rêve. Mesdames et messieurs les responsables politiques, les intentions sont donc bien là, aux différents niveaux de pouvoir, ne les oubliez pas. Mesdames, Messieurs, pour construire cet avenir que nous devons garantir à celles et ceux qui nous suivent, il est essentiel d'inscrire les universités dans des dynamiques internationales. C'est la raison pour laquelle nous avons placé cette année sous le thème de l'international. Au moment où nous posions ce choix au sein de l'UC Louvain, le président Emmanuel Macron prononçait un discours à la Sorbonne, avec une série de propositions ambitieuses pour l'Europe. Et j'aimerais le citer. Je propose la création d'universités européennes qui seront un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe, mettant en place un parcours où chacun de leurs étudiants étudiera à l'étranger et suivra des cours dans 2 langues au moins. Des universités européennes qui seront aussi des lieux d'innovation pédagogique, de recherche d'excellence. Nous devons nous fixer, dit Emmanuel Macron, d'ici à 2024, d'en construire au moins une vingtaine. Fin de citation. La Commission européenne s'est très vite emparée de cette proposition. En un temps très court, de nombreuses consultations des acteurs ont eu lieu. L'UC Louvain est particulièrement active dans ces discussions, entre autres par sa présence dans le réseau européen de Guild, qui regroupe une vingtaine d'universités européennes de premier plan, qui totalise un demi-million d'étudiants à travers l'Europe, et dont l'UC Louvain assure actuellement la présidence. L'ambition affichée est de passer de simples échanges renforcés d'étudiants entre les universités de type Erasmus vers des regroupements qui se penseront comme de véritables universités européennes. L'Europe des échanges Erasmus pourrait ainsi progressivement se transformer en une Europe d'universités européennes multipays, auxquelles l'UC Louvain participera avec ses collaborations privilégiées, en particulier au sein du groupe de Coimbra et de Guild. Son devenir international, notre université doit le penser de manière globale, en liaison avec les acteurs du reste du monde. Ce sera aussi le rôle de l'année thématique qui s'ouvre, axée sur l'international, de réfléchir à ce qui sera un des axes majeurs de développement des prochaines années. Et j'invite dès maintenant, par voie d'image, des collègues de notre université à vous en parler. À l'heure où l'UC Louvain ouvre sa nouvelle année académique sous l'angle de l'international, je souhaite cette belle université, l'année prochaine, beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de coopération dans le cadre européen afin de contribuer à la construction européenne.
Jean-Pierre Raskin, professor at the Louvain School of Engineering and chairman of the Louvain International Academic Year. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Dana Samson und ich bin Prorektorin für internationale Angelegenheiten hier an der Universität Louvain. 大家好，我是大学语言学院的中文教师杜小飞。 Bonjour, je suis Fanny Lutz et je gère les relations internationales de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Salve, mi chiamo Isabella Fontana e lavoro come responsabile del servizio Relazioni Internazionali della Facoltà di Filosofia, Arte e Lettere. Jag heter Per Agrell och är professor i produktionsekonomi och den nya dekanus för Louvain School of Management. Shalom amahoro nitwa Mutore Jean Marie Vianney njejwe inyigisho z'intango ku mpunzi ziba ziri hano mu gihugu c'Ububirigi. Hola, me llamo Ana Fernández Gacio y me ocupo de relaciones internacionales en el sector de ciencias y tecnologías y en ciencias. Nous espérons que cette année, Louvain International mettra un peu plus de lumière sur la culture chinoise et le fera connaître dans la communauté universitaire. Si nous prenons l'habitude d'intégrer un réflexe international dans l'exercice de nos fonctions, cela aura un impact positif au niveau de la mobilité des étudiants et de l'ouverture au monde du personnel. My dream for this year is that all the interaction between people will be source of inspiration for everyone. Je souhaite que la fusion de Saint-Louis et de l'UCL permette le développement de nombreux projets internationaux en commun qui s'appuieront sur l'expertise et l'expérience de chacune des deux institutions. Quant pour les étudiants du programme Access to University qui viennent de différents pays, je souhaite à l'UCL de voler encore pour aller à la découverte du savoir-faire des autres. Et c'est en volant en fait qu'on multiplie les chances à tout le monde. I hope for a UC Louvain where international faculty and staff members can come in and be themselves, but still also be part of a larger community that is changing and evolving with all the experiences that we bring together. Louvain International is a great way as a community to show how open we are to the world. I wish you all very exciting opportunities for new intercultural exchanges. Mon vœu pour cette année de l'international serait pouvoir redonner goût aux étudiants du fait qu'un séjour à l'étranger, c'est très enrichissant, tant pour leur parcours académique que personnel. Que nous partions ou que nous restions, c'est une belle aventure celle qui nous attend. Buon viaggio! L'international, ce sont des milliers d'étudiants que nous accueillons en provenance de plus de 100 pays différents à l'UC Louvain, mais ce sont aussi de nouveaux collègues. Cette année, processus de recrutement exceptionnel, 50 nouveaux professeurs nous rejoignent. Avec l'ensemble des membres du conseil rectoral assis ici devant, je suis particulièrement heureux de vous les présenter et je les invite à me rejoindre sur scène pour le final avant la fin de cette cérémonie. Donc, Joa Almeida en ingénierie structurale, Sonia Bitzer en sciences criminalistiques, Constantin Blom en gestion des approvisionnements, Chiara Cavalieri en art de bâtir, qui viennent me rejoindre sur scène. Oui, venez. Jean-François Collet en biochimie fondamentale, Stéphane Colognesi en enseignement et apprentissage, Virginie Crollen en langage et communication, Céline Degrande en physique des particules, Céline Douillet en psychologie clinique, Valérie Dory en médecine générale, Clément Fontan en politique économique et européenne, conjointement avec l'Université Saint-Louis-Bruxelles, avec UC Louvain Saint-Louis-Bruxelles. Thomas François en français langue professionnelle, Charles-André Fustin en chimie organique, Laurent Gâteau en bioinformatique, Éline Yamars en gestion des ressources humaines, Raphaël Jungers en ingénierie mathématique, Axel Leguet en sécurité logicielle, Sylvie Nozadaran en neurosciences, Heiner Holbermann en analyse mathématique, Charles Spence en philosophie des sciences de la vie, Anaïs Périeux en économie sociale, Daniela Perotti en théorie et composition des paysages, Eugène Pircabellou en statistiques mathématiques, Christine Schnorr en démographie, Olivier Standard en information et communication, Sandy Tubeuf en économie de la santé, Peter Augustin Valmaleghem en droit européen, venez sur scène, venez nous rejoindre, Wim Weymans en études européennes, et puis par ailleurs également au sein des cliniques universitaires Saint-Luc, nous accueillons les professeurs Orsalia Alexopoulou, Laurence Annette, Selda Haydin, Leila Belkir, Isabelle de Brouwer, Susanna Santos, Edouard Fomelon, Antoine Foidrure, Christophe Goubeau, Bernard Hanseu, Caroline Huard, Thomas Schubert, Isabelle Trom, Maria Silio, Olivier Danhev,
Au sein du CHU UCL Namur, Anne-Sophie Dinck, Laurent Levesque. Sont par ailleurs nommés chargés de cours aux professeurs en reconnaissance de leur investissement dans l'enseignement dans différentes facultés, mesdames et messieurs, Hamid Haït Abderrahim, Guy Beuken, Vincent Cassirs, Jean-Philippe Cobeau, Jean-Christophe Defreigne, Raoul Delcorte, j'ai l'impression d'être à une proclamation ici, Raoul Delcorte, Baudouin Dupré, Jean-Marc Haussmann, Christophe Lejeune, Cassian Minguet, Grégory Reichler, Marc Romainville, Thibaut Slingneyer. Alors, nous accueillons également 5... Oh, ils sont nombreux, c'est formidable. Nous accueillons également 5 nouveaux chercheurs permanents au FNRS, et je remercie la secrétaire générale du FNRS d'être présente avec nous pour ce soir, dont les recherches, vous allez le voir, concernent des termes très variés. Il s'agit d'Alexandre Eren, Anna Garcia, Benoît Desguin, Ingrid Falk et François Mossonnet, qui s'intéressent respectivement à l'étude de l'anxiété, les stratégies innovantes d'administration orale de médicaments, les fonctions biologiques du nucléotide, l'imagerie dans la spiritualité de la fin du Moyen-Âge et les améliorations des prévisions climatiques. Voilà une grande variété. On behalf of our community, I welcome all these new colleagues and I sincerely hope that they will find at UC Louvain a place of fruitful exchanges and of a unique professional and human experience. Thank you so much. We are so proud. Nous sommes tellement heureux, honorés par votre présence, et de vous voir tous rejoindre l'UC Louvain ne nous permet que d'avoir de belles perspectives pour le futur. Je vous propose de tous les applaudir. Nous avons quand même décidé de leur donner la parole, mais pas à tous, puisqu'on arrive à la fin de cette cérémonie, et je propose simplement à l'une des représentantes d'entre elles, elle a eu la lourde tâche de prendre les commentaires de tous les nouveaux professeurs et de les synthétiser en quelques secondes. Quelle est l'impression que cela fait de rejoindre comme ça l'UC Louvain dans vos nouvelles fonctions? Alors, si vous me l'autorisez, je vais le faire en anglais, puisque certains de nos collègues ont fait le part anglais. Donc, several of us are coming from international universities. They don't speak yet French, but some others actually have already been for a little while in Louvain, and they're really delighted actually to join, the academic team here in the university. I have to say that actually on behalf of everyone, we have all been quite amazed by actually the warm welcome that we have had from our faculty dean, from our presidents of institute, our colleagues, but also from everyone that have been helping so much, supporting us in coming here, getting visas, starting to settling down, and it's been amazing. And I really think actually that we're looking forward to having so much support for our research and our teaching. And if it's very high spirits that actually we're joining the university, looking forward to delivering great research and also providing students with an inspiring experience. C'est énergisé et enthousiasmé par votre présence à tous. Comment ne pas voir une superbe future belle UC Louvain dans l'avenir, que je déclare en votre présence à tous et en présence de tous nos nouveaux professeurs, ouverte avec enthousiasme cette nouvelle année académique UC Louvain 2018-2019. Merci à tous pour votre présence.